Bonjour à tous, donc avec ma vidéo concernant Steve Austin, donc un résumé le plus complet possible, un bilan le plus complet possible sur la carrière de ce lutteur extrêmement connu. Donc Steve Austin et pas seulement Stone Cold, donc toute la carrière de Steve Austin. Voilà, donc dans cette vidéo vous aurez quoi? Vous aurez mon top 10 donc des 10 meilleurs matchs à mon avis de la carrière de Steve Austin, avec une explication et un commentaire un petit peu sur chacun des matchs. Voilà. Le Steve Austin of the Year, exactement comme j'avais fait le Jumbo Tsuruta of the Year dans une vidéo sur le même format sur le catcheur japonais Jumbo Tsuruta. C'est-à-dire, en fait, le fait de prendre le meilleur match de chaque année où Steve Austin a été actif. Donc le meilleur match pour 1990 avec Steve Austin. Pareil pour 91, le meilleur match qu'il a eu en 91, le meilleur match qu'il a eu en 92, etc. etc. Voilà. Ça me permettra aussi de faire un peu la chronologie. Donc c'est un autre truc que j'aurai dans cette vidéo. Je diviserai la partie de Steve Austin en 5 parties et j'expliquerai un petit peu les trajectoires qu'il a pu avoir et tout ça, tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière un petit peu. Alors assez rapidement quand même, hein. Ça se veut pas être un doublon de Wikipédia, hein, cette vidéo, j'ai envie de dire. Voilà. Je parlerai aussi de ses points forts et de ses points faibles. Toujours encore une fois à mon avis, donc ça restera, voilà, mais j'espère d'argumenter, de justifier. Et puis je répondrai aussi à des questions un peu générales du type est-ce que Steve Austin est vraiment un des lutteurs les plus importants de tous les temps? On entend souvent ça. Oui, dans quelle mesure, genre de truc. Et puis, je vais démarrer ce que j'ai l'intention de faire à chaque fois que je ferai une vidéo sur ce format. Je vais essayer d'en faire de plus en plus. Je comparerai Steve Austin à tous les autres lutteurs pour lesquels j'ai fait une vidéo sur ce format. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un. Réellement, c'est Jumbo Tsuruta. J'exclus tous les autres anciennes vidéos sur Top 10 que j'ai pu faire il y a longtemps, qui vaudraient le coup que je les refasse parce que j'avais pas pu faire le truc vraiment de fond en comble. En fait. Donc je comparais Steve Austin à Jumbo. Et quand j'aurai un autre lutteur que je ferai plus tard, je le comparerai à Jumbo Tsuruta et Steve Austin, etc. Donc en gros, lequel des deux est le meilleur, pourquoi, et tout ça, rapidement. Voilà. Comme ça fera au fur et à mesure des vidéos bilan de lutteurs, plus de classement de mes lutteurs préférés. Un petit peu comme ça aussi, ça sera assez intéressant. Voilà. Alors avant d'attaquer tout ça, c'est déjà un beau sommaire, je pense. Normalement, je devrais répondre aux questions des dernières vidéos. Je dis normalement, je ne vais pas le faire pour une raison simple, c'est que je vais vous proposer dans très bientôt une FAQ, foire aux questions, FAQ. Et je vais vous la proposer pour une raison simple, c'est que j'ai passé la barre des 300 abonnés. Donc d'abord, je vous dis vraiment merci à tous de vous intéresser à ce que je fais au point de vous abonner. Et c'est une barre symbolique pour moi parce que je me souviens très bien quand j'ai commencé cette chaîne, il y a quelques années maintenant, je ne sais plus il y a combien de temps. Je pensais vraiment pas passer la barre des 300 abonnés, alors pourtant c'est pas une barre non plus monstrueuse, mais je pensais juste pas possible, que ça serait pas possible. Parce que moi-même je suivais une chaîne anglophone qui s'appelait AMCN1, qui doit encore exister, même si l'usager de cette chaîne n'en fait plus de vidéos. Qui est du même type que ce que je fais, mais en anglais. C'était un Néerlandais qui s'appelait Aaron. Et je me souviens quand il avait passé la barre des 300 abonnés, il a fait une vidéo pour dire je vais faire une FAQ pour fêter ça, parce que ça fait chaud au cœur dans le truc. Il avait fait une FAQ donc à 300 abonnés. Et moi je m'étais dit, bon, j'arriverai jamais à 300 abonnés. Si un anglophone vraiment excellent n'en a pas plus, avec le fait que l'anglais touche quand même beaucoup de gens, à 300 abonnés, bon, moi je pense pas y arriver, mais c'est pas grave, je vais quand même faire des vidéos. Et donc voilà, je suis assez content et ça me rappelle comme ça l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai démarré. Et donc voilà, un peu pour arrêter ce moment-là un peu et faire comme, entre guillemets, mon mentor. Voilà, je propose une FAQ. Donc du coup, toutes les questions qui mériteraient un développement un peu plus long que 2-3 minutes, j'y répondrai dans cette vidéo-là que je ferai, où je répondrai à toutes les questions que vous aurez l'occasion de me poser d'ici là. Je ferai un rappel pour la FAQ 2-3 fois, histoire d'avoir un maximum de questions. Je suis pas sûr qu'il y aura forcément beaucoup de monde qui feront la démarche de me poser des questions. Je l'espère en tout cas. Donc vous pouvez me poser des questions sur tout ce que vous voulez, bon, plutôt sur le catch quand même, voilà, ça reste le but. Et du coup je répondrai donc aux questions que j'ai eues de plusieurs usagers réguliers, là je les ai un peu imprimées. J'ai des questions sur la durée du combat, c'est très intéressant, 2 personnes m'ont parlé de ça, sur la division par équipe, est-ce qu'on a perdu un savoir-faire, genre de truc. Enfin, voilà, j'en ai pas mal, et donc continuez. Et sur toutes les questions, les remarques spécifiques aux saisons des années 90, j'y répondrai dans les vidéos qui suivent. Donc pour les questions et les remarques sur l'année 92 de la WWF, j'y répondrai dans la prochaine vidéo que je ferai, qui sera 93 à la WWF. Et pour tout ce qui concerne 92 à la WSW, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'y répondrai quand je ferai 93 à la WSW, parce que ça permet aussi de faire la transition entre les différentes saisons, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous invite vraiment à me poser toutes les questions que vous voulez, pour faire que la vidéo FAQ soit plus ou moins une réussite. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, merci. Voilà, donc attaquons concernant Steve Austin. Je vais commencer par un truc que j'ai pas encore annoncé. Je vais commencer sur le pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. C'est con à dire, mais en même temps, ça me permet d'amorcer pas mal de trucs. La première chose, c'est que c'est un lutteur qui est hyper connu, Steve Austin. Mais alors vraiment hyper connu. Pour le coup, c'est vraiment une icône absolue. Et pourtant, je pense qu'il y a toute une partie de sa carrière qui est très méconnue. Ou voilà, qui est un peu dans l'ombre.
peut-être dans l'ombre de la deuxième partie de carrière qui est vraiment dans la lumière pour le coup. Et je trouve que ce serait intéressant de faire connaître aussi l'autre partie de sa carrière qui est vraiment voilà, qui est quand même bonne et intéressante elle aussi. L'autre truc, c'est que c'est un lutteur qui est tellement connu que automatiquement, je crois que c'est inévitable quand on est connu à ce point-là. Il y a des gens qui vont vous sous-estimer et il y a des gens qui vont vous surestimer. Et je crois que c'est un lutteur qui est à la fois sous-estimé et surestimé. Il va être sous-estimé par les gens qui voient en Steve Austin une énorme star qui fait que des punch kicks, parce que c'est vrai que pendant l'Attitude Era, il fait pas énormément de moves différents dans le ring, globalement. Par contre, c'est un peu caricatural et ça ne l'a pas empêché de faire des bonnes choses, donc je pense que c'est très sous-estimé de réduire à ça. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à le surestimer en le citant parmi les tout meilleurs tous les temps, lutteurs tous les temps, pardon. J'ai vu sur Cage Match qu'il était dans les 10 meilleurs lutteurs de tous les temps. Moi, j'avais vu un sondage qui avait été fait sur le site, qui était associé au site de Torrent, Pro Wrestling Torrent, il y a quelques années, qui a fermé. Ou sur le forum, ils avaient fait un sondage sur les meilleurs lutteurs de tous les temps, et Steve Austin était arrivé 4ème. Des meilleurs lutteurs de tous les temps, toutes faites confondues, toute histoire confondue. Pour l'anecdote, derrière Ric Flair, Bret Hart, Shawn Michaels, non, il était 5ème. Eddie Guerrero et Steve Austin. Il était 5ème de tous les temps. C'était ça le classement. C'était Ric Flair 1, Bret Hart 2, Shawn 3, Eddie Guerrero 4 et Steve Austin 5, si je me souviens bien. Ou alors Steve Austin 4 et Eddie Guerrero 5. J'aurais dû revérifier en faisant cette vidéo. Et voilà, ça montre à quel point il est un peu surestimé parce que c'est un très bon lutteur. Moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Mais je le mettrai quand même pas dans la top élite de tous les temps malgré tout. Et je vais expliquer pourquoi aussi à travers cette vidéo. Et c'est ce qui m'a motivé aussi un peu à faire cette vidéo-là. Et puis alors, la dernière raison, elle est hyper conne, mais à un moment donné, ça rentre en ligne de compte, c'est que j'ai vu sa carrière de long en large en faisant les saisons de la WCW et de la WWF, les deux fédérations dans lesquelles il a passé la plupart de son temps. Donc j'ai fait les saisons, et d'ailleurs je fais des vidéos sur chaque saison, donc j'aurai l'occasion de vous reparler de Steve Austin aussi comme ça. Et du coup, pour faire cette vidéo, j'ai juste eu à revoir sa carrière en travers, donc de long en large et en travers, pour reprendre un peu l'expression. En voyant un peu chaque meilleur match que j'avais déjà un petit peu repéré en faisant les saisons, un petit peu, et en voyant plein de matchs comme ça de façon rapprochée, ben, j'ai vu un peu ses tics, ses habitudes, des trucs qu'il faisait toujours bien, des trucs qu'il faisait pas forcément bien au début mais qu'il a appris à faire, etc. Et ça me permet d'être plus ou moins complet ici, et voilà, j'ai envie de faire des vidéos qui soient un peu définitives, et sur lesquelles je vais pas avoir des regrets dans 2-3 ans en me disant putain, si je devais la refaire aujourd'hui, je dirais si, ça. C'est un peu le sentiment que j'ai dans mes vidéos que j'ai fait sur Owen Hart ou Baba Mugello il y a longtemps maintenant. Et j'aimerais bien les refaire, ces vidéos-là, quelque part. Et je les referai quand je m'en sentirai prêt. Voilà. Alors, allons-y, on va commencer avec le début, on va commencer avec la chronologie de sa carrière. Et en traversant la chronologie de sa carrière, je vais pouvoir aussi, peut-être un petit peu, parler des matchs de l'année, de chaque année, donc le Steve Austin of the Year, que vous pouvez retrouver en dessous, dans la boîte d'infos sur YouTube. Alors, on va commencer par le début, chronologie. La première partie de sa carrière, donc je vous fous une frise en bas, enfin je vais essayer. Parce qu'au moment où je vous parle, elle s'affiche pas, malheureusement, elle n'est pas là. Voilà. Début de sa carrière, il fait ses débuts fin novembre 89, je crois, si j'ai bien regardé. Et pour moi, le début de sa carrière, ça va jusqu'à fin de l'année 92, donc c'est les 2 premières années de sa carrière en gros. Et c'est l'ascension de l'anonymat la plus complète à un statut de mid-carder, upper mid-carder dans une assez grosse fédération. Je dis assez parce que bon, WCW 92, c'est pas non plus énorme. Mais voilà. Et c'est une association qui est assez fulgurante quand même quand on y pense, parce qu'en 2 ans, il passe de l'anonymat, donc, puisqu'il n'avait jamais lutté, à un lutteur qui compte dans une fédération qui compte. Alors, comment ça s'est passé? En fait, il a été formé par un dénommé Chris Adams, c'est un lutteur britannique qui a lutté principalement au Texas toute sa carrière, notamment dans les années 80. Et Chris Adams luttait à la USWA à la fin des années 80, début 90. Et la USWA, c'était un peu une fédération texane basée sur les restes des fédérations du Sud, des territoires NWA du Sud. Et donc je pense que ça lui a permis à Steve Austin de vite aller à la télévision. Ils avaient un show télé, la USWA. Et je pense que s'il a aussi été accepté pour être diffusé à la télé, c'est déjà parce que la USWA était une fédération assez pauvre en talent. Et que Steve Austin, même s'il était super green au début, comme tout le monde, il avait l'air hyper prêt physiquement. Franchement, physiquement, il est au maximum, enfin en tout cas esthétiquement. Enfin, au début, il a peut-être pas le cardio qu'il aura plus tard, mais il a le plus beau physique qu'il aura dans toute sa carrière. Il a un des plus beaux physiques d'un lutteur US en 90, quoi, franchement. Il est hyper affûté. Alors, la petite anecdote, j'avais vu une shoot interview de Steve Austin, il expliquait que au début de sa carrière, avant de toucher sa première paye, pendant plusieurs mois, il avait tellement pas d'argent, etc., que plutôt que de payer du restaurant, il achetait des pommes de terre, il bouffait des pommes de terre crues. Forcément,
Il n'allait pas prendre trop de poids comme ça, donc il était hyper affûté, etc. Et du coup, il dénote complètement la USWA parce que il a un physique de star alors que la USWA est truffée de mecs qui n'ont juste pas du tout un physique et une allure de star. Voilà, donc ce qui fait qu'ils vont tout de suite le mettre dans une grosse rivalité, à savoir lui en heel contre son mentor Chris Adams, celui qui l'a formé, dans une rivalité un peu élève contre maître. Il faut savoir que Steve Austin n'aime pas du tout Chris Adams aujourd'hui, et chaque fois qu'il en parle, il en dit le plus grand mal, j'ai envie de dire. Donc je pense que Steve Austin n'a pas appris forcément grand chose de la part de Chris Adams. D'ailleurs, il n'a pas du tout le même style que Chris Adams dans le ring. Et je pense qu'il a beaucoup appris par lui-même, en prenant des conseils à droite à gauche et en apprenant, parce qu'il était fan de catch et il était sûrement très motivé et un peu perfectionniste, je pense. Et en fait, son année 90 va pas forcément être exceptionnelle, mais elle va être tellement meilleure que ce qu'on peut voir dans le reste du roster de la USWA qu'il va être repéré. Il va être repéré d'abord par les journalistes de l'époque, notamment le Wrestling Observer, puisque Steve Austin va être élu rookie de l'année 90. Donc c'est rookie de l'année, c'est meilleur nouveau venu dans le monde du catch sur toute fédération confondue dans le monde entier dans le catch. Donc voilà, il a été repéré, clairement. Et tu m'étonnes en même temps. Hein, vraiment, c'est vrai que pour un mec qui débute, t'as pas l'impression qu'il débute. C'est assez impressionnant. Si vous regardez le match de l'année que j'ai pris pour lui, pour 90, donc le Barbed Wire match contre Chris Adams, qui est pas du tout un Barbed Wire match qu'on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire que c'est pas du tout sanglant, c'est pas du tout violent. En gros, les barbelés servent à empêcher les lutteurs de sortir facilement du ring. Et s'ils sortent, ils peuvent s'écorcher le dos, machin. Et puis quand ils sont dans le ring, ils essaient de mettre la tête de l'autre dans les barbelés, etc. Et grosso modo, Steve Austin se fait avoir, et puis manque d'expérience et se fait prendre. Enfin bref. Voilà. Bon, c'est pas un très bon match, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. En tout cas, il va être repéré aussi parce que la rivalité Steve Austin-Chris Adams va être plébiscitée parmi les meilleures rivalités de l'année 90 par le Wrestling Observer. Je crois qu'elle est une 3e meilleure rivalité de l'année 90. Alors, je vous cache pas que j'ai regardé ça et je vois pas trop pourquoi. Parce qu'en 90, même si c'est pas la folie, la WF ou la WCW, elle est quand même mieux. Et puis le Wrestling Observer, normalement, c'est pour tout le monde du catch en entier. Et il y a quand même des bonnes rivalités au Japon aussi à l'époque, qui auraient pu être plébiscitées. Enfin bref, je dis ça. Toujours est-il qu'il a été repéré. Et il a été repéré par la WCW très rapidement. Alors je mettrai une pièce sur le fait que c'est Dusty Rhodes qui l'a repéré. Il faut savoir que Dustin Rhodes a fait ses débuts à la USWA en même temps que Steve Austin, le fils de Dusty Rhodes. Dusty Rhodes était booker à la WCW, booker en chef. À l'époque, c'était Jim Herd, le président de la WCW, et du coup, je pense que Dusty Rhodes a dit, bon, on va le prendre, ce petit, là, il a l'air bon, il est physiquement, il est affûté et tout, il est jeune, il est motivé, et puis, bon, il coûtera sûrement pas très cher, parce qu'il est payé 3 fois rien à la USWA, donc il va venir. Donc ils l'ont pris, en 91, donc à peine un an après les débuts, il est tout de suite à la télé dans une fédération qui est diffusée dans toutes les États-Unis, WCW. Tout de suite, il est mis champion de TV. Donc champion de TV à l'époque à WCW, c'est un titre mineur qui permet au lutteur qui a le titre d'apparaître très souvent à la télévision et de se faire connaître. C'est un peu ça le principe du titre. Et ça va complètement servir à Steve Austin qui va faire un super règne de champion de TV, un des meilleurs. Pour moi, les 2 meilleurs champions de TV de l'histoire, c'est Steve Austin et Steven Regal, William Regal, qui va servir aussi de ce titre pour se faire connaître. Peut-être Regal un petit peu au-dessus quand même, parce que meilleur aussi dans le ring, il faut bien le dire. Enfin, en tout cas sur leur run de champion de TV, un minimum. Et donc, très bon run de champion de TV, ce qui fait qu'ils vont penser à Steve Austin pour l'inclure dans la grosse stable heel de la WCW de l'année 91-92, à savoir la Dangerous Alliance. Donc c'est le clan des 5 plus gros heels à peu près de la WCW à l'époque. Et donc ils mettent Steve Austin dans ce clan. Et donc, en gros, 2 ans après, même pas un an et demi, 2 ans après ses débuts, Steve Austin est inclus dans une énorme stable d'une grosse fédération. Alors la Dangerous Alliance, pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur l'année 90, 91 et 92 à la WCW, c'est un clan donc, de 5 gros heels managé par Paul E. Dangerously, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Paul Heyman. Voilà. Et en fait, tout le long de cette première période de sa carrière, Steve Austin, c'est un bon lutteur in-ring, qui manque de personnalité, parce que bon, voilà, il est green et tout. Et ce manque de personnalité est un peu compensé par le fait qu'on lui met sa compagne de l'époque, donc Lady Blossom, je sais plus son nom, elle s'appelle Jeanne quelque chose, elle a un nom français d'ailleurs. Bref, c'était sa vraie compagne à l'époque. On lui met ça avec lui pour un peu lui donner un peu quelque chose parce qu'il est un peu terne. Et après on le met avec Paul Heyman qui va parler à sa place. Et c'est un peu l'enforceur du clan, c'est un peu l'homme de main qui va servir et qui est plutôt cool. Et en 92, du coup, il continue son ascension en donnant d'excellents matchs. Donc 91, il a son match contre Dustin Rhodes, j'ai pris comme meilleur match de 91, défense de titre TV qui est pas mal. C'est pas non plus une tuerie. C'est à partir de 92 qu'il va commencer à avoir vraiment des très très bons matchs. Sa performance dans le Wargame
de 92, donc celui de Wrestle War 92, est excellent. C'est peut-être le MVP du match. Vraiment remarquable. C'est un main event de pay-per-view de la WWE, donc vraiment il est déjà au main event quasiment. Enfin, même si lui tout seul peut pas faire un main event. Enfin, lui contre Sting, par exemple, ça ferait pas main event, mais il fait des matchs qui sont importants. Dans des tag matchs et tout ça, il a vraiment des super perfs individuels. Il a un très bon match aussi, Two Out of Three Falls contre Barry Windham, qui est pour moi le meilleur match qu'il a eu en 92. Après, il est un peu old school, donc à la limite, si vous voulez voir un autre match, vous pouvez faire Austin et Larry Zbyszko contre Windham et Dustin Rhodes. C'est dans un pay-per-view de mémoire, je sais plus du tout. Ouais, c'est un des pay-per-view de l'année, vous le retrouvez facilement. Vous tapez Zbyszko, Austin contre Windham et Dustin, vous allez le trouver tout de suite. Voilà, enfin, il a plein de belles perfs individuelles en 92. Et pour moi, voilà, il atteint un statut sur lequel il va rester plus ou moins tout le temps ensuite pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est son ascension qui se fait sur 2 ans et demi, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, voilà, les premières années de sa carrière, 90, 91, 92, où voilà, il passe de le statut de totalement inconnu à un statut quand même de lutteur vraiment valable, principalement sur des capacités in-ring, athlétiques et un petit peu techniques. Ça se développe, c'est pas un foudre de guerre techniquement, mais ça va, ça se passe bien. Mais il manque de la personnalité. On passe à la deuxième partie de sa carrière, la partie où il va, donc en fait à la fin de l'année 92, la Dangerous Alliance va splitter, donc Steve Austin va créer une équipe avec Brian Pillman fraîchement tourné heel, qui va s'appeler les Hollywood Blondes, et ça démarre la deuxième partie de sa carrière parce que c'est enfin à ce moment-là que Steve Austin va développer une personnalité. Alors au début c'est pas du tout le badass Stone Cold qu'on connaît, sa personnalité c'est plus, avec Brian Pillman pour moi c'est DX mais 4 ans avant. C'est-à-dire c'est des branleurs en fait, c'est des jeunes branleurs qui se moquent de tout et qui se foutent de l'institution, qui se moquent des anciens, qui sont vraiment des petits cons, mais hyper divertissants. Ils font des promos et des trucs vraiment géniaux. J'adore les Hollywood Blondes, je vous en parlerai plus en détail quand je ferai 93 à la WCW. Et Steve Austin est vraiment excellent. Il n'y a pas que Brian Pillman qui est bon, qui est un super lutteur quand il est heel au micro et quand il est face dans le ring. Il a toujours eu du mal à concilier les deux, je trouve. Malheureusement, quand il a semblé concilier les deux, Brian Pillman, petite parenthèse, il a eu un accident de voiture. Voilà. C'est très dommage. Mais Steve Austin, lui, arrivait à concilier les deux à ce moment-là. On voit bien que pour moi, il a fait une bien meilleure année que Brian Pillman in-ring lors de l'année 93 où il est en Hollywood Blondes. Et il avait une qualité au micro vraiment étonnante. Tout d'un coup, il avait de la personnalité. Donc ça change tout. Et je pense qu'à partir de là, les bookers se sont dit, enfin Dustin Rhodes, parce qu'il était toujours booker avec Ric Flair, un comité, tout ça, ils ont dû se dire à ce moment-là, bon, Steve Austin, il y a moyen de faire des trucs. Il est bon au micro, il est charismatique, il est très bon dans le ring, il est encore jeune, il est motivé, on va essayer de faire un truc avec lui. Du coup, ils ont splitté les Hollywood Blondes, à mon sens beaucoup trop tôt, parce qu'il y avait encore plein de trucs à faire avec eux. Ils vont laisser Brian Pillman un peu sur le carreau, ils vont essayer de pusher Steve Austin solo, donc ils vont le foutre autour du titre US. Donc là, je le continue, hein, c'est dans la même période pour moi tout ça, c'est le Austin qui passe un cap et qui se donne de la personnalité, qui essaye de monter au main event, et il va pas y arriver en fait. Il va rester un peu bloqué autour du titre US, où il va être bon, mais pour moi il va plutôt décevoir que confirmer tout le talent qu'on pouvait voir en lui in-ring dès 91-92 et avec la personnalité en plus avec le 93-94. Il va faire des très bons matchs, hein, c'est pas le problème. Contre Brian Pillman en 93, le one-on-one est très très cool. Et contre Steamboat c'est quoi, Beach Blast 94, c'est vraiment des super matchs, mais toute leur rivalité est super. Il est très régulier, vraiment très performant dans le ring, il avait pas mal de 3,5, 3-3-4. Parmi les meilleurs lutteurs de toute cette période pour la WCW. Mais ça plafonne, je trouve que déjà physiquement il perd un peu, et puis je sais pas, je pense que le problème c'est qu'on n'arrive pas à vraiment le prendre au sérieux. Il a trop l'air d'un heel un peu faiblard, qui s'en sort en trichant. Il lui manque quelque chose. Je pense qu'il a manqué de direction, il aurait fallu que des bookers derrière lui donnent des bons conseils que certainement la WF va lui donner. Et ce qui va se passer, c'est que en 94, et ensuite en 95, on va partir à la période suivante, il va être complètement laissé de côté par la WCW, ils vont juste plus du tout l'utiliser. Mais je sais pas pourquoi tout d'un coup du jour au lendemain, ils vont plus rien faire avec lui. C'est-à-dire que 95, à la limite, il faut le savoir qu'il est dans le roster. C'est-à-dire qu'entre fin 94, pardon, donc, genre novembre-décembre 94, et le moment où il part en 95, donc à l'été 95, on le voit quasiment jamais. Même dans les shows hebdo et dans les pay-per-view encore moins. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sait que c'est un bon lutteur, et puis il a quand même été champion US, qui était un titre très prestigieux à l'époque, un équivalent du titre intercontinental, qui avait été détenu avant par des Steamboat, des Recruit, des Sting, donc c'est pas des branleurs non plus. Et voilà, il fait plus rien. Donc là, c'est le creux, c'est la période de creux total de sa carrière qui dure une bonne année. Je dirais de fin 94 jusqu'à mi-96. Donc creux, il va
prendre une décision qui est quand même couillue. Il va quitter la WCW et un emploi qui était quand même valable pour lui. Alors il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que Brian Pillman, qui était son meilleur ami et qui est complètement sous-utilisé lui aussi en 95, va pas partir avec lui. J'aurais bien aimé que les deux se barrent en même temps. Je pense que ça aurait pu être très bien. Bon, après Brian Pillman est resté, et il a peut-être eu raison parce qu'il a eu ce rôle dans les Four Horsemen qui était génial. J'en reparlerai encore une fois. Je peux pas m'empêcher de parler de Brian Pillman parce que j'adore ce lutteur aussi. Mais bref. Donc Steve Austin va avoir les couilles de partir. Pour aucune fédération, mais il n'avait rien, aucune proposition derrière. Il va partir, il va quitter la fédération et claquer la porte de la WCW en 95 parce qu'il était juste plus du tout utilisé. Et apparemment, d'après ce qu'on a compris ensuite, il proposait des choses, des storylines, il avait envie de se remettre avec Brian Pillman en équipe, il avait envie d'avoir une rivalité avec un tel, etc. Et tout le monde lui disait non. Enfin, ouais, on va voir ça, puis en fait rien du tout. Donc il s'est barré. Paul Heyman, qui était à l'époque booker de la ECW, vous le savez, va récupérer Steve Austin pour un contrat très court. Steve Austin va rester à l'ECW peut-être 2 mois. Il va faire très peu de matchs là-bas, mais surtout il va faire des shoots promos où il va balancer sur la WCW et sur Eric Bischoff. C'est assez marrant à voir si vous avez jamais vu ça. Bon, c'est pas du tout scripté. Enfin, disons que on lui a dit vas-y, dis ce que t'as envie de dire. Et donc il le dit un peu à l'arrache. Donc c'est pas toujours très bien dit, il se répète, cherche ses mots, machin. Mais c'est marrant à entendre. Voilà, il en a fait 2-3. Et c'est resté un peu mythique et ça permet de comprendre un peu ce qu'il a ressenti et ce qui lui a poussé à quitter la WCW. Et donc la WWF, qui à l'époque était en mal de ratings et en mal de nouvelles stars, s'est dit bon, on va récupérer Steve Austin. Alors, je sais pas qui à WWF a dit faut le prendre Steve Austin, probablement Jim Ross, je dirais. Putain, comme ça. Bref, ils vont récupérer Steve Austin et le creux continue puisqu'ils vont le récupérer pour lui donner une gimmick un peu pourrie, la gimmick du Ringmaster. Donc au début, il arrive à la WWF en tant que Ringmaster. Même pas Steve Austin, rien, Ringmaster. Et Ringmaster, en gros, c'est le champion in-ring de Ted DiBiase, qui était manager à l'époque. Et donc on lui donne la $1 million belt, qui est une ceinture qui a aucune valeur en termes de prestige sportif, mais qui incarne le côté je suis le champion et le meilleur poulain de Ted DiBiase. Et voilà, en gros, c'est une non-gimmick, Ringmaster, et un surnom un peu pourri, il faut bien le dire. Et donc le creux continue, et ça va, il va se sortir de là grâce à une rivalité qui est pour moi juste clé dans sa carrière. C'est peut-être la rivalité la plus importante, peut-être même plus importante que la rivalité avec Bret Hart, quand on y réfléchit. C'est la rivalité qu'il va avoir avec Savio Vega au printemps-été 96. Puisque cette rivalité, c'est la rivalité qui va lui permettre de passer de cette période de creux, où il est plus du tout utilisé la WCW, et voilà, petit passage à la ECW et tout ça, à le fait de montrer tout ce qu'il pourrait faire à la WWF, faire adhérer un certain nombre de fans, et donc, quelque part, forcer le push qui était inexorable à un moment donné. Donc cette rivalité avec Savio Vega, elle est très simple, hein, il y a presque rien, c'est juste que Savio Vega s'est fait enculer par Steve Austin l'a battu à WrestleMania, donc il lui en veut, et pour son rematch, Ted DiBiase va dire ouais, si tu perds, tu vas être mon chauffeur, par contre si toi tu gagnes, je vais prendre ma retraite, je vais quitter la fédération, machin. Donc en fait, Savio Vega bat Steve Austin dans un excellent strap match, qui est un des meilleurs strap matchs de tous les temps, à égalité avec le Eddie Guerrero JBL de 2004, pour moi, les 2 meilleurs strap matchs de tous les temps. Du coup, cette rivalité, ça permet à Steve Austin de montrer vraiment l'étendue de son talent in-ring avec Savio Vega, qui était lui aussi très motivé à l'époque. Ça permet de développer un peu son personnage et de sortir de Ringmaster et de devenir Stone Cold Steve Austin. Petite anecdote, il a eu l'idée de Stone Cold Steve Austin, c'est lui qui a eu l'idée du surnom. Il cherchait un surnom qui claque, en fait. Et il était avec sa femme de l'époque, je sais pas qui c'était. Peut-être bien des bras, bref. Et il cherchait un surnom et tout, il notait des idées sur machin, il griffonnait. Et pendant qu'il griffonnait des trucs, il buvait pas son thé ou son café, je sais plus. Et sa femme lui a dit, tu ferais mieux de boire ton thé parce qu'il va devenir Stone Cold. C'est-à-dire, il va devenir froid comme la pierre, en gros. Et là, Steve Austin s'est dit, oh, Stone Cold Steve Austin. Ben voilà, super et tout. Donc il a pris son nom, il a proposé à Vince, il s'est dit, bah ok. Et en gros, la gimmick, c'était du mec qui était sans pitié. Le gars, voilà. Il est là pour gagner ou pour faire ce que son boss, Ted DiBiase, lui dit de faire. Et ce côté sans pitié, droit devant, je fonce dans le tas, à partir du moment où il n'y aura plus Ted DiBiase, ça va lui donner un côté ambitieux et all business, comme ça. Et c'est l'incarnation qui va plaire aux fans quand il va gagner le King of the Ring en 96. Avec sa fameuse promo, Stone Cold Steve Austin, c'est Let's Just Whip Your Ass, et tout ça. Enfin, la promo, je la connais par cœur, comme probablement plein de fans. Promo que lui-même va écrire, donc il a vraiment du mérite, parce que c'est lui qui a trouvé un peu l'angle de son personnage, c'est lui qui a trouvé le surnom, c'est lui qui a ajusté un peu, c'est sûrement lui aussi qui a dû avoir l'idée d'ajuster son look.
Je pense que Ted DiBiase l'a beaucoup aidé au micro, parce que Ted DiBiase aide toujours les gens au micro. Regardez quand Ted DiBiase a managé les Steiners, comment Scott Steiner a progressé au micro, c'est monstrueux à la WCW, c'est voilà. Et il a écrit sa promo aussi à King of the Ring. Après avoir entendu la promo de Jake the Snake qui cite la Bible, et il s'est dit, quel con de citer la Bible, tiens, je vais lui répondre. Parce que c'est un redneck et tout, Steve Austin, mais c'est pas spécialement un croyant apparemment. Et du coup, il a fait cette promo qui a juste cartonné. Le lendemain à Raw, il y avait plein de pancartes Stone Cold 316 et tout ça. Et c'était parti, quoi. Le phénomène était parti. Il est vraiment parti du travail de Steve Austin sur son personnage que, quand même, Vince McMahon a permis aussi. Il faut bien le dire. Voilà. Mais c'est lui qui s'est fait. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est pas un coup de bol, on lui a donné la bonne gimmick, quoi. Et c'est à partir de là que, du coup, je pense Vince a eu l'idée de donner un rôle de mec un peu twinner à Steve Austin. Ça l'a rendu encore plus populaire. Bret Hart revenu d'un hiatus va dire j'ai envie d'affronter Steve Austin. Grosse rivalité avec Bret Hart. Et là on passe dans la dernière partie, enfin la quatrième partie de sa carrière, le méga push où Steve Austin devient l'icône. Alors il a une rivalité avec Bret Hart, je vais pas la détailler parce que vous la connaissez probablement. J'ai préféré détailler le début qui est peut-être un peu plus dans l'obscurité. En gros, Steve Austin va faire tous les coups de pute possibles à Bret Hart. Mais plus il encule Bret Hart, plus le public l'adore. En gros. Et il l'adore parce que, voilà, il a pas peur, il est couillu, et puis comme je dis, il est all business, il est là pour essayer de faire son truc. Il est ambitieux, et c'est ça qui plaît aux fans. Et pendant ce temps-là, Bret Hart, lui, qui est déjà un main eventer établi, commence à pleurnicher de tout ce qui lui arrive et tout ça, et ça fonctionne. Et en fait, Steve Austin va incarner l'attitude era, c'est-à-dire l'attitude era, c'est pas des faces, finalement. Enfin, les faces de l'attitude era, c'est pas des gentils. C'est des favoris de la foule. C'est à partir de ce moment-là que l'idée face ne veut plus dire gentil, ça veut dire favori de la foule. Et pour être favori de la foule pour l'attitude era, faut pas forcément être un gentil. Il faut être un mec qui est droit dans ses bottes. Et Steve Austin, il est droit dans ses bottes. Il dit pas qu'il triche pas, il dit pas que c'est un mec cool. Il fait son truc, il fait sa route, tout seul. Et ça le rend tellement populaire. Et donc le match à WrestleMania 13, qui est un classique absolu, que Bret Hart a super bien travaillé psychologiquement et Steve Austin, ils ont bien fait leur truc. Même avant, j'adore le Raw qui est juste avant WrestleMania. Si vous voulez voir WrestleMania 13 pour la première fois, moi je vous invite à regarder le Raw qui est juste avant. Où il y a un truc que j'adore dedans, c'est un cage match Bret Hart Sid pour le titre que Sid détenait. Et Bret Hart il a pleurniché pour avoir ce match, tout ça, donc déjà le public commence à dire Bret Hart Crybaby, machin. Et Steve Austin le dit et tout, donc ils commencent à passer leur bille pour faire le face turn de Steve Austin et le heel turn de Bret Hart. Et donc Bret Hart perd le match, et en fait ce qui est génial dans ce match, c'est qu'on savait que le dimanche qui suit, Bret Hart allait affronter Steve Austin parce qu'ils pouvaient plus s'encadrer tous les deux dans un quick match. Et on savait qu'Undertaker allait affronter Sid. Et donc en fait, du coup, si Bret Hart gagnait le match et devenait champion contre Sid, Steve Austin Bret Hart devenait un title match. Et si c'est Sid qui gagnait, c'est Undertaker Sid qui était le title match. Du coup, t'as Undertaker et Steve Austin qui viennent aider leurs adversaires de WrestleMania pour que le match soit un title match. Je trouve ça génial comme idée. Et du coup, t'as Steve Austin qui essaie d'aider Bret Hart, il y arrive pas. Parce que du coup, Bret Hart perd quand même, parce que l'Undertaker dégage Steve Austin, hein, clairement. Et du coup, à la fin du match, t'as Bret Hart qui est juste dégoûté parce qu'il s'est encore fait enculer par Undertaker. Je crois qu'il lui ferme la porte dans la gueule. Et d'ailleurs, ils sont en train de démonter la cage, et t'as Bret Hart qui est dans le ring, il refuse de partir, donc vraiment le casse-couille, quoi, tu vois. T'as Vince McMahon qui est à l'époque commentateur et qui commence à prendre un peu le rôle de promoteur qui rentre, qui dit à Bret Hart, bon, il faudrait peut-être partir à un moment. Et t'as Bret Hart qui commence à s'énerver, il pousse Vince et tout, il lui gueule dessus, il dit qu'il est screwed, d'ailleurs. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que le Screwjob était un work. J'en parlerai quand je ferai 97. Et du coup, là, t'as Steve Austin, parce que c'est quand même le but de la vidéo, c'est pas Steve Austin. T'as Steve Austin qui apparaît sur le Titantron, et il dit, ah, Bret Hart, t'es vraiment un loser, putain, j'ai essayé de t'aider, t'as même pas réussi à gagner le match, t'es vraiment une merde et tout. Et je trouve ça trop génial comme rivalité. Donc, encore une fois, si vous voulez voir WrestleMania 13 et Steve Austin Bret Hart, je vous invite à regarder tout ça. Où Steve Austin est génial. Bret Hart est génial aussi, là, dans son rôle de mauvais perdant, il est trop bien. Vince est bien aussi d'ailleurs, hein, dans son rôle de mec un peu choqué, putain, Bret Hart m'a poussé, tu vois. Quand tu sais tout ce qu'il va prendre dans la gueule après, c'est assez drôle. Et en fait, quelque part, le face turn de Steve Austin et le heel turn de Bret Hart, il est déjà là, quoi. Mais il va être juste confirmé, mais tellement plein pot à WrestleMania 13, et ça, c'est la légende. Après, j'ai pas vraiment besoin de détailler. À partir de WrestleMania 13, Steve Austin est en orbite. Je crois qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait après. De toute façon, Steve Austin serait devenu l'icône qu'il est devenu. C'était trop tard, quoi. Il y a un moment donné, là, il avait atteint un statut d'espèce de fou furieux. Alors, ceci dit, la WWE aurait peut-être été capable de le gâcher s'il l'avait récupéré à ce moment-là. La WF pas du tout. Ils vont comprendre qu'il faut qu'ils surfent sur la vague Steve Austin, donc ils vont pas aller trop vite.
Ils vont aller doucement, ils vont se dire, bon, on va aller doucement avec Steve Austin, on va le mettre champion que dans un an. Et pendant un an, on va frustrer un peu les fans sur Steve Austin pour qu'ils veulent vraiment le voir devenir champion. Et donc, ils vont travailler le personnage de Steve Austin et tout ça. Il va y avoir cette fameuse blessure qui va être causée par Owen Hart à SummerSlam 97, qui va mettre Steve Austin sur le carreau. Ce qui est la meilleure chose qui aura pu arriver à Steve Austin, puisque ça va frustrer les fans encore plus, qui vont vraiment mourir d'envie de voir Steve Austin gagner. Et donc forcément, quand il va gagner, il sera plus qu'en orbite, là, il atteindra un statut de méga légende. Et en plus, le truc, c'est que, compte tenu du contexte à l'époque, Steve Austin blessé, il pouvait pas se passer de Steve Austin pour autant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre dans des segments. Et à un moment donné, en segment, tu peux pas faire 40 000 trucs avec un Steve Austin. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais Steve Austin qui fait des fucks, Steve Austin qui met des stunners un peu à tout le monde. Et ils vont voir que ça fait des pops de malade. Donc il fait un stunner sur, d'abord, il doit le faire sur Pat Patterson, ou je sais plus qui. Ça fait une pop. Il le fait sur Sergeant Slaughter, qui était le commissionneur, donc en gros le general manager de l'époque. D'ailleurs, le stunner qu'il fait sur Slaughter, c'est un de mes préférés. Parce que Slaughter tombe vraiment en avant, puis avec son gros menton, il a vraiment la peau qui se soit défoncée. J'adore. Et après, il le fait sur Vince McMahon, qui commence à prendre son rôle de président et tout ça. Et c'est de plus en plus fort, les pop et tout. Et donc, voilà, il est mis en orbite totale. Et la WF sent le truc. Il y a un coup à jouer avec le côté rebelle, toute la frustration des Américains qui aimeraient se rebeller contre leur patron, contre je sais pas trop quoi, se retrouvent en Steve Austin, et du coup, on continue avec ça. Steve Austin contre le patron véreux Vince McMahon. En fait, tout s'enchaîne, quand on voit que tout ça, c'est parti de King of the Ring, avec le personnage de Steve Austin qui est créé. Et voilà. Bon, après, je vais pas détailler parce que vous connaissez normalement cette partie-là de sa carrière vraiment bien. La 5e partie de sa carrière, c'est la dernière partie, c'est le dernier run de Steve Austin. Parce qu'en fait, Steve Austin va être utilisé à fond pendant 2 ans et demi, donc 98, 99 et puis la dernière partie de l'année 97. Et il va être au bout du rouleau à la fin de l'année 99. Et comme les jeux seront plus ou moins faits dans la rivalité Monday Night Wars, WWF, WCW, ils vont se dire, bon, on va te donner ton congé, Steve Austin, on va faire une storyline où tu te fais renverser par une voiture, tu vas prendre un congé d'1 an, tu vas te faire retaper la nuque, retaper les genoux, et puis tu pourras revenir plein pot. Donc il s'est fait opérer un peu de tout ce qu'il avait besoin de se faire opérer, donc je crois qu'il y a une opération au cou, une opération au genou, aux deux, il me semble. Et du coup, le dernier run, c'est à partir du moment où il revient. Et le dernier run, je le trouve. Alors, c'est pas que je le trouve, c'est que globalement, d'après ce que j'ai pu lire, pour à peu près tout le monde, c'est le meilleur run de sa vie. Ce qui est assez étonnant, c'est que, pourtant, ce qu'il a fait en 96, 97, 98, à 99 un peu moins, c'est vraiment très très bien. Après 98, c'est une année assez faible de la WWF, donc il n'y a pas beaucoup de bons matchs pour autant. Le match contre Dude Love, il est super fun avec Vince McMahon, un arbitre spécial, qui va de toute façon refuser de compter Steve Austin, s'il fait un tombé. Qu'est-ce qu'il va faire Steve Austin? Si vous ne savez pas, regardez le match. L'idée du finish est géniale. Dans l'idée. Enfin, je trouve que c'est tellement attitude. Après, il faut adhérer. Moi, j'adhère à peu près à tous les produits possibles. Mais voilà, je trouve que c'est bien pensé, c'est bien fait. Donc Vince McMahon qui veut pas compter le tombé, à un moment donné, il n'y a pas 40 solutions. Voilà. Donc si vous connaissez pas ce match, c'est vraiment cool. En plus un gros brawl de bourrin avec Dude Love, enfin Mick Foley dedans, c'est toujours fait. De toute façon. Bon, j'ai pas parlé de ses meilleurs matchs pour 97, vous en doutez, c'est le match contre Bret Hart à WrestleMania 13, qui est un classique absolu. Le brawl est pas aussi bien. Alors, j'en parlerai tout à l'heure quand je ferai le top 10 de ce match. Pourquoi je le mets pas à 5 stars comme pas mal de gens et pourquoi je le mets pas comme meilleur match de la carrière de Steve Austin. Ce qui peut choquer pas mal de monde et je comprends. Et je vais justifier mon opinion. Ouais. Par contre, j'ai pas expliqué mon choix pour le meilleur match de 96. C'est bon, c'est le match contre Bret Hart à Survivor Series 96, qui est un très bon match technique, plus de catch wrestling, faut pas déconner quand même, de chain wrestling. Voilà, c'est pas du technical wrestling. Mais il y a un mélange de brawling et de clés et de tentatives de prise de domination où on essaie de contrôler l'adversaire, etc., qui est plus fin que le brawl qu'il va faire ensuite à peu près toute sa carrière. Alors donc je reviens au run, donc, dernier run de sa carrière, 2001, enfin 2000, il revient tout à la fin de l'année 2000, donc il fait quasiment pas de match en 2000, hein. Le meilleur match qu'il a en 2000, c'est anecdotique, c'est contre Chris Benoit à Raw. L'année 2001, c'est la meilleure année de sa carrière, in-ring, et de loin. Et au niveau du booking, moi j'adore cette année. Alors elle est souvent critiquée parce que pour beaucoup de gens c'était complètement con de faire tourner heel Steve Austin. C'était complètement con de mettre Steve Austin comme leader de l'Alliance, alors que c'est une icône WWF. J'ai envie de dire ouais c'est un peu vrai, mais n'empêche que c'est trop cool à regarder. Quoi. Sincèrement. Son heel turn à WrestleMania sur The Rock, il est justifié par le fait qu'un mois avant il a perdu contre Triple H clean
dans un match que je trouve très surestimé d'ailleurs, je vais en expliquer, je vais en parler. Et du coup, comme il a perdu clean, mais qu'il avait son title shot à WrestleMania parce qu'il avait gagné le Rumble, il a dû se dire, bon, si je vais contre The Rock à WrestleMania, je vais perdre. Donc si je veux gagner contre The Rock à WrestleMania, il faut que je prépare mon truc, quoi. Et donc il s'associe au diable parce qu'il est obsédé par la ceinture. Et que peut-être que c'était pas un connard tant qu'il était assez fort pour gagner la ceinture par lui-même. Mais à partir du moment où il est plus le plus fort du roster et loin de là, il n'est pas au niveau de The Rock, il n'est pas au niveau de Triple H, pour gagner quand même, il triche. Enfin, il triche. Ou il est plus très fair play, il est plus trop cool, quoi. Et il continue à être quand même stone cold à un moment donné, c'est-à-dire qu'il est sans pitié, il fait son truc à lui, il en a rien à branler de la gueule des gens. Et je trouve que c'est vraiment bien en fait. Son personnage est quand même cohérent par rapport à tout ça. Donc moi j'adhère sur son interne. Je pense que si les fans ont un peu déserté, il y a eu une grosse chute des ratings suite à ça. Je pense qu'elle n'est pas seulement liée au interne de Steve Austin, elle est liée au fait que The Rock est parti à ce moment-là. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le catch à l'époque où The Rock est devenu une star, et que The Rock parti, ils se sont dit merde, il n'y a plus mon préféré, je me barre. Et j'aime pas spécialement The Rock, mais à un moment donné, ça doit jouer aussi. Donc Steve Austin heel et The Rock parti, bon, voilà, ça fait mal. Parce que The Rock, il fait un match à Raw le lendemain, et après, il disparaît jusqu'à SummerSlam. Donc il va tourner le roi Scorpion, voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut pas incomber la chute des ratings uniquement au heel turn de Steve Austin. Mais moi, je trouve que le heel turn est génial, et petit à petit, il va développer une nouvelle gimmick. Et moi, je crois que ce qui fait la qualité de son année 2001, c'est le nouveau personnage de Steve Austin aussi. Alors, le nouvel personnage, c'est quoi? C'est plus Stone Cold, vraiment. C'est le psycho. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jim Ross à chaque fois qu'il arrive. Steve Austin, un peu taré, quoi. C'est-à-dire qu'il est obsédé par le titre. Et il est prêt à tout pour avoir le titre. Et il est complètement débile. Mais il est taré. Tu t'as peur de lui, quoi. Il peut assommer un arbitre. Il peut faire tout ce que tu veux. Il fait peur. Il parle au public. D'ailleurs, il s'arrête des fois. Il regarde le public en faisant peur. Il fait semblant d'aller frapper le public. J'adore. Il est au four et au moulin. Il arrête jamais. Il est vraiment excellent. Et il fait une année mais de fou où il se donne à fond comme jamais dans le ring. Je trouve que c'est là-dessus qu'on voit le plus la différence. Il se donne à fond dans le ring. Le mec, il arrête jamais. Même dans un tag match où il est sur le bord du ring, c'est intéressant de le regarder sur le bord du ring. Il y a de l'action au milieu. Moi, je regarde Steve Austin sur le bord du ring. Il y a toujours un truc à regarder, quoi. À partir du moment où il passe le rideau, il rentre. C'est le show Austin. Il y a que lui qui existe, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. À tel point que il est lutteur d'année 2001 pour moi. Je spoil mes Moonlight Awards dans longtemps, parce que je suis pas rendu à 2001. Pour moi, c'est le meilleur lutteur de l'année 2001, devant des Kurt Angle qui ont fait une année fantastique, devant Chris Jericho qui a été excellent, devant, Triple H a fait qu'une partie de l'année, ou Chris Benoit aussi, mais ils ont été excellents sur ce qu'ils ont fait. Voilà, je le mets devant ces gars-là, parce que lui, c'est total. Et je vais expliquer, quand je parlais des points forts et des points faibles de Steve Austin, vraiment, ce qui fait sa force, et c'est en 2001 que c'est le plus net. Et puis après, en 2002, il commence à être un petit peu au bout du rouleau à nouveau, parce qu'il a eu quand même beaucoup d'opérations dans sa carrière et beaucoup de blessures. Et combiné au fait qu'il est au bout du rouleau, le fait que je pense que son envie de réussir est moins grande, et il voit Brock Lesnar qui est poussé, il est pas trop d'accord avec ça, parce qu'apparemment il est quand même un petit peu casse-couille en backstage, d'après ce qu'on a pu lire. Et du coup, il a décidé de quitter la fédération pour se reposer, il en avait marre. Et il fait un dernier match en 2003 contre The Rock. Je trouve que c'est bien que son dernier match soit à WrestleMania contre The Rock, dans un match qui est pas terrible, mais qui a une belle ambiance. C'est un beau WrestleMania 19. Et voilà, c'est une belle fin à une belle carrière. Et surtout, c'est une carrière qui est pas très longue, si on regarde, et qui est compacte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année gâchée, il n'y a pas d'année où il est pourri. Il y a un trou, donc 99, fin 99 et 2000 où il est blessé. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de trou. Il y a 95 où il n'est pas très utilisé, mais au final, on peut pas dire que ce soit un trou, lui, dans sa carrière, où il a été mauvais. 2002, sur le peu qu'il a fait, c'est pas terrible. 90, c'est pas non plus tip-top parce que c'est ses tout débuts, mais sinon, c'est vraiment bien. Donc déjà, une première conclusion, Steve Austin, sur sa carrière, globalement, c'est bien. Il n'y a pas d'année de merde. Voilà. Voilà un peu le plan de sa carrière. Je pensais pas passer autant de temps à détailler sa carrière, mais ouais, ça m'inspire. Donc voilà. Alors avant de parler des meilleurs matchs, si je vais faire les meilleurs matchs maintenant, je pense, parce que j'ai eu envie d'en parler, donc je vais le faire maintenant. Alors, je vais faire le top 10, on va partir du bas du top 10. Donc numéro 10, j'ai mis Steve Austin Dude Love à Over the Edge 98. Alors ils se sont affrontés 2 fois en 98. Il y a un match simple qui est cool, mais le match à Over the Edge, c'est un False Count Anywhere avec special referee Vince McMahon. Et Vince McMahon, c'est le rival absolu de Steve Austin. En fait, la storyline, c'est que Vince McMahon trouve que Steve Austin n'est pas digne d'être champion, parce que c'est un gros badass qui boit des bières et machin, il veut pas de ça. Il veut un de ses poulains à lui, donc il veut absolument faire perdre le titre à Steve Austin.
Et donc il se dit, je vais me foutre arbitre. Tout le monde sait que Vince ne va pas compter le tombé s'il y a un tombé. Mais en même temps, tout le monde est curieux de savoir ce qui va se passer, quoi. Parce que bon, Steve Austin ne va pas perdre contre Doudlov quand même. Parce que Doudlov, Mick Foley, c'est un bon lutteur, mais c'est pas du niveau. Et du coup, c'est un gros brawl de bourrin avec plein de gros bumps de Mick Foley notamment. Et c'est du overbooking à Attitude Era, mais dans tout ce qui est, à mon avis, le meilleur côté de l'Attitude Era Vince Russo-esque. Parce qu'il y a deux parties de l'Attitude Era. Il y a le bon côté de l'Attitude Era, c'est-à-dire 2000-2001. Et il y a le côté un peu débile, avec des storylines qui n'ont aucun sens sur le moyen terme et encore moins sur le long terme. Il y a des trucs absurdissimes. Je vous en parlerai quand je ferai les années 90-99 à WF. Il y a vraiment des trucs débilissimes. Et pas qu'à la WCW. À la WCW, on leur a reproché tout et n'importe quoi, et même des trucs qui sont faux. À la WF, il y a des grosses merdes dont on parle jamais. Il y a vraiment des sacrés dos. La storyline avec Triple H, Chyna, X-Pac de 99, qui a aucun sens. Ça se passe sur 2 mois, où Triple H se fait niquer le titre pour en fait screwed X-Pac, sauf qu'il a perdu le titre. Enfin, c'est n'importe quoi. Je vous en parlerai de ça. Bref. Là, le match, pour moi, c'est le bon côté de cette époque-là, qui est une époque plutôt faiblard. Donc, à voir, à mon sens. Avec le côté un peu intense du brawling de Steve Austin et le côté un peu intense du brawling de Mick Foley. C'est pas le même style, ça marche bien ensemble. Numéro 9, c'est le Final Four match. Alors c'est un match cette stipulation-là, je crois que c'est la seule fois et unique fois qu'elle a eu lieu. En fait, l'idée c'est qu'on refaisait le Final Four du Royal Rumble, donc on remettait les 4 derniers lutteurs du Royal Rumble, donc Bret Hart, Undertaker, Steve Austin et Vader, avec une stipulation, comme le Rumble, si tu balances un mec over the top rope, il est éliminé du match. Et si tu fais un tombé ou une soumission, le lutteur est éliminé du match. Jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, et il est nouveau champion de la WWF. Donc il y a Austin qui est là-dedans, qui peut continuer sa rivalité avec Bret Hart. Donc voilà, c'est pas un match forcément excellent d'un point de vue Steve Austin. Le match est super, plus pour la performance de Vader et un petit peu Bret Hart aussi. Pour moi, c'est Vader qui fait le match. Mais bon, Steve Austin est dedans, c'est un match où il n'y a que 4 lutteurs, et j'aime bien Steve Austin dans ce match-là, qui est un peu l'outsider et qui est là pour faire chier Bret Hart en fait. Et il a tellement envie de faire chier Bret Hart qu'il revient à la fin du match et il coupe le match, etc. Bon, ouais. C'est un match qui est assez fun, mais surveillez surtout Vader dans ce match-là qui fait une perf individuelle vraiment excellente. Il s'ouvre l'œil et tout, ça pisse le sang, c'est assez cool. Et puis la stipulation est intéressante, parce que du coup ça fait Bret Hart, Steve Austin qui se barrent d'un côté, qui se battent, Undertaker, Vader qui se battent de l'autre côté, puis après une fois qu'il y a une élimination, ça revient à 3, etc. C'est pas mal. Voilà, 8ème Steve Austin Steamboat de The Bash 94. Je crois que c'est le titre du... Non, c'est Bash at the Beach. Oui, Bash at the Beach. Ou Beach Blast. J'ai jamais le nom du pay-per-view. Bash at the Beach 94, je crois. Donc c'est le meilleur match de la série entre Steve Austin et Steamboat. C'est un match qui est assez long. C'est un match, à mon avis, où ils ont vraiment voulu tout donner parce qu'ils savaient que ce pay-per-view serait énormément vu. Parce que dans le main event, t'as le retour de Hogan qui affronte Ric Flair. Donc retour de Hogan égale beaucoup de gens qui vont regarder. Et donc, bon. Et je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un super match. C'est pas une tuerie totale, on voit le côté un peu encore soft de Steve Austin dans ce match. Steamboat porte, à mon sens, vraiment le match plus que Austin, mais c'est un match très solide à 3-3 quarts, donc ouais, vraiment à voir, je pense. Un des meilleurs matchs de Steve Austin, enfin le meilleur match a priori, ouais. Le meilleur match de Steve Austin, a priori, de sa période WCW. Ensuite, 96, je vous en ai parlé, le strap match contre Savio Vega. Alors ça, c'est une espèce de classique oublié. Bon, c'est un petit peu abusé de dire que c'est un classique, parce que c'est pas non plus le match de fou furieux. Mais c'est vraiment un match qui paye pas de mine. Un strap match contre Savio Vega, quand même, sur le papier, ça paye pas de mine. En In-Your House, en plus c'est un In-Your House un peu con, parce qu'ils l'ont tourné une première fois, mais il y a une coupure d'explicité, donc ils l'ont refait, machin. Et c'est vraiment un super match que j'aurai à 3-3 quarts 4. C'est pas des notes que je donne facilement, donc ça en dit peut-être long. Et ce que j'adore dans ce match, c'est qu'on a l'impression que Savio Vega est un maître en strap match, et que Steve Austin, lui, il connaît rien du tout. Il a pas du tout préparé son truc. Et donc il se fait avoir comme un blaireau sur 2-3 situations où il utilise. Alors strap match, c'est vous êtes attaché par le bras, il faut toucher les 4 coins à la suite. Et je trouve que c'est le plus tactique des strap match. Le Eddie Guerrero JBL est plus fun à voir parce que c'est un gros brawl de bourrin avec plein de sang et tout, celui de 2004. Des deux, je sais pas lequel je préfère. Celui-ci est un peu plus psychologique tactique avec donc Steve Austin qui est quelque part peut-être un peu plus fort en lutte in-ring, mais il n'a pas l'expérience des strap match alors que Savio Vega connaît hyper bien cette stipulation, c'est lui qui l'a choisi. Et du coup, il se sert de la stipulation pour s'en sortir, etc. Donc c'est un match qui est vraiment cool, notamment point de vue tactique. Voilà, donc là on nous reste le top 6. Alors top 6, vous remarquez que dans le top 6, il y a 4 matchs de 2001, 2 matchs de 97. Ça en dit long, 97 et 2001, c'est les deux meilleures saisons de Steve Austin à mon sens.
avec 96 aussi, surtout 2001. Alors 2001, on a Steve Austin, Chris Benoit de SmackDown du 31 mai 2001. C'est un SmackDown qui se passait à Edmonton, donc la ville natale de Chris Benoit. Chris Benoit est face. Il affronte le champion Steve Austin pour le titre. C'est Steve Austin qui a demandé le match, ça on l'oublie. Parce qu'il a affronté Benoit et il a gagné en trichant à Raw un peu plus tôt dans la semaine. Et il commence le Raw en disant à Vince, putain je veux affronter Chris Benoit parce que tout le monde dit que je peux pas le battre alors que c'est une merde, Chris Benoit je veux le battre. Je vais le battre. Et Vince dit, attends, mais on est chez lui là. Et j'en ai rien à foutre, je veux affronter Chris Benoit. Et donc il affronte Chris Benoit, et pendant le match, il se rend compte que c'est la merde, quoi. Et du coup, c'est ça qui est bien dans le match, c'est aussi que Chris Benoit, il est imbranlable dans ce match-là, il en peut plus. Son Chris Benoit, le mois de mai-juin qu'il fait, si vous avez l'occasion de vous faire les Raw et SmackDown, à chaque Raw, chaque SmackDown, il sort une grosse perte. Chris Benoit, en mai-juin 2001, il fait ce match-là, le match de Raw juste avant, qui est très bon aussi, contre Steve Austin, si vous voulez le voir, le match en cash contre Kurt Angle, le match par équipe avec Jericho contre Austin et Triple H, dont on va en parler dans pas longtemps. Il y a un TLC avec Jericho, les Dudleys, Hardys et Christian Edge qui est génial aussi. Enfin bon, en 3 semaines, il doit avoir 5 matchs qui sont à 3 quarts, à 4 quoi. C'est monstrueux. Donc ce match-là qui est vraiment excellent. Avec une série de sharpshooters où Benoit est blessé au côte, du coup il n'arrive pas à le maintenir, donc Austin le reprend, machin, ça dure hyper longtemps, c'est super. À la fin, ça ressemble plus à rien, le sharpshooter, ça, ils tiennent la cheville, ils n'arrivent même plus à le mettre, mais bon, c'est assez cool. Donc 5e, un classique, Steve Austin The Rock. Alors ça, c'est un match que pendant longtemps, j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve que la fin, où il met 400 coups de chaise et machin, il veut pas crever, bon, c'est pas tip top. Maintenant, moi, j'aime mieux le heel turn d'aujourd'hui que je l'aimais à l'époque. Et surtout, je trouve que l'intensité du brawl qu'ils ont eu, c'est l'intensité du brawl que j'aurais voulu avoir dans le Austin Bret Hart. Je trouve que, honnêtement, si vous regardez les deux à la suite, moi, clairement, si l'intensité du brawling entre Austin et Bret Hart avait été du niveau de Austin The Rock, en termes d'intensité de brawling, je pense que là, je mettrais le 5-star à Bret Hart Steve Austin. Il y a ça et un autre défaut à Bret Hart Steve Austin. Cette intensité, elle est vraiment exceptionnelle. Il garde un gros rythme vraiment au niveau du nombre de moves par seconde et tout ça. Et puis, le personnage de Steve Austin fait merveille là-dedans, où on voit bien que il y a le côté un peu, putain, j'arrive pas à le buter cet enculé et tout ça, qui est vraiment bien. Après, c'est un gros brawl de bourrin avec du sang, avec plein de clichés. Ah oui, ce que j'aime dans ce match aussi, c'est qu'il y a plein de références à l'ancien match de Steve Austin. Il y a un moment donné où il fait le finish, The Rock refait le finish que Bret Hart a utilisé pour battre Steve Austin à Survivor Series 96. Steve Austin fait kick out. Il y a un autre moment où The Rock met Steve Austin dans le sharpshooter et tu retrouves exactement la même image que WrestleMania 13 où Steve Austin est en sang et il fait ah comme ça avec les mains et tout et il n'arrive pas à se sortir. Et ça te rappelle WrestleMania 13, il y a plein de références comme ça, c'est vraiment super bien quoi. Comme match. Et puis il y a le hitter de Steve Austin que j'aime bien. Après, c'est au choix. Numéro 4. 97, Bret Hart Steve Austin. Ah, je me suis gouré sur la date, pardon. Ah, bah, je me suis gouré sur la date, donc je me suis gouré sur ce que je disais tout à l'heure. Dans le top 6, il y a 4 matchs de 2001, un match de 96, un match de 97. Donc c'est le match de Survivor Series 96. Alors, je me suis gouré sur la date ici, je ne me gourrai pas sur la date sur le truc en dessous. Je vais corriger. Le Bret Hart Steve Austin de Survivor Series 96, donc qui est plus dans un côté chain wrestling, assez tactique. C'est le match de retour de Bret Hart, ça se passe au Madison Square Garden, donc une foule qui est à Burn pour ce match. Vraiment bon, c'est un bon match. Je pense qu'il est un peu surestimé parce qu'on a envie de l'aimer plus que ça ce match-là, mais faut reconnaître que bon, c'est pas non plus la folie furieuse, mais c'est vraiment un très très bon match. C'est un des meilleurs matchs de la carrière de Steve Austin quand même, et un des meilleurs matchs de la carrière de Bret Hart d'ailleurs aussi, quelque part. Numéro 3, je détaille pas plus parce que sinon ça sera beaucoup trop long comme vidéo. Le match contre Kurt Angle à SummerSlam 2001. Alors celui-là il est vraiment génial, avec une fin très osée qui va déplaire à pas mal de monde je pense. Où Steve Austin en fait assomme tous les arbitres jusqu'à ce qu'il y ait Nick Patrick qui arrive parce qu'il n'y a plus d'autres arbitres dispo. Et Nick Patrick en fait c'est l'arbitre de l'Alliance à l'époque. Et du coup il fait un DQ et Steve Austin conserve son titre par DQ. Voilà. Donc le finish est pourri quelque part. Sauf que je le trouve fun dans la manière dont il est rendu. Et tout le reste de ce qu'ils ont fait avant, c'est vraiment un super match où je crois qu'il y a un stunner très tôt dans le match. Kurt Angle fait un kick-out et il roule à l'extérieur du ring. Donc Steve Austin est blasé. Et ce que j'aime bien, c'est que le selling de Kurt Angle est bien après. C'est-à-dire qu'il met du temps à récupérer de ce stunner. Donc Austin fait mumuse avec lui, le balance dans le poteau. 4-5 fois, Angle est ouvert, il en peut plus, il saigne. Austin fait le débile, il regarde l'arbitre, qui commence à jouer avec le public et machin.
Et en fait, on a l'impression qu'il a même plus envie d'essayer de gagner le match, il a juste envie de s'amuser avec Angle qui a fait kick-out, il dit je vais te faire payer le fait d'avoir fait kick-out. Et le punit, et Angle a réussi à revenir dans le match en coinçant Austin dans un ankle lock quand Austin est en train de passer au-dessus de la barrière qui sépare le ringside du public. Et voilà, enfin c'est un match dans un registre complètement différent de ce que la WWF fait globalement. Le selling est un peu plus dans une tradition japonaise, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que en gros, un mec qui fait kick-out d'un finisher, sa barre de vie repart pas à zéro quelque part. C'est un peu l'impression qu'on a globalement dans les matchs. Là, on a l'impression que voilà, il va falloir qu'il en chie pour revenir, quoi, à un moment donné. Et ça, c'est plutôt cool. Numéro 2, Bret Hart Steve Austin, donc de WrestleMania 13, que donc je mets deuxième derrière le Austin Triple H contre Jericho Benoit de Raw en 2001. Bon, après c'est deux matchs que j'adore, hein, 4,5 et 4 3 quarts. Il n'y a pas de 5 star ici. Bon, la vidéo elle est longue là. Hein. Bon, tant pis, je vais essayer de la finir comme ça. En fait, Bret Hart Austin WrestleMania 13, ce que je reproche, c'est d'abord le fait que l'intensité du brawling, je ne trouve pas à la hauteur de la rivalité. The Rock Steve Austin en intensité de brawling, c'est plus fort. Bon, je ne vais pas développer ça, j'ai déjà dit. Déjà. Et deuxième truc, c'est que je trouve vraiment dommage qu'il n'y a pas un moment. Alors c'est peut-être un peu con d'enlever éventuellement un quart d'étoile ou quelque chose pour ça, mais je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas un moment où Steve Austin mette le sharpshooter à Bret Hart. Putain, c'est con à un moment donné, mais pourquoi il n'y a pas un moment où il met le sharpshooter à Bret Hart? C'est tout simple. Et que Bret Hart sorte du sharpshooter parce qu'il connaît 5 contre ou quelque chose, j'en sais rien. Mais c'est vraiment dommage parce que ça aurait été un moment énorme dans le match. Et je trouve que le match, c'est un peu trop une montée vers un moment énorme qui est, alors pour le coup, qui est énormissime, qui est vraiment le truc le plus épique de tous les temps, où Steve Austin est coincé en sharpshooter, mais il refuse de taper et tout, et machin. C'est tellement, puis symboliquement, c'est énorme. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un autre moment climatique avant, que ça retombe et que ça revienne jusque ça. C'est vraiment dommage. Et il aurait suffi que Steve Austin porte le sharpshooter à un moment dans le match, et qu'il trouve un brawl un peu plus intense, peut-être un peu plus vicieux, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Steve Austin, The Rock, donc WrestleMania 2001, WrestleMania 17. Et donc je préfère le match donc Austin Triple H contre Jericho et Benoit de Raw en 2001, qui est un tag match donc pour le titre par équipe que Steve Austin et Triple H détenaient. Alors c'est le fameux match où Triple H se blesse au comment on appelle ça en français, au quads là, quadriceps. Voilà. Et il finit le match sur une jambe Triple H, mais littéralement, hein, il boite, il se démerde, il fait son truc en boitant. Et dès que la cloche retentit, tu le vois, il se tient de la jambe, je pense qu'il a vraiment mal. Et dans les interviews après, il dit putain, j'ai fini parce que the show must go on, mais j'étais mort. Et voilà, et donc c'est un match où la foule, c'est une des meilleures foules de tous les temps. Vraiment, j'ai rarement vu une foule aussi géniale. Il y a le pay-per-view Canadian Stampede en 97, qui est totalement over sur la famille Hart, qui est énorme aussi comme foule à WWF, mais voilà, peut-être les deux meilleures foules de l'histoire de la WWF que j'ai en tête. Ils sont à fond derrière Jericho et Benoit, qui sont totalement outsiders, qui veulent essayer de reprendre le titre à l'équipe Austin Triple H, qui est quand même une équipe de porc, hein, sur le papier. Il s'appelle The Power Trip. Austin est en plus champion de la fédération, hein, poids lourd. Et Triple H, c'est peut-être bien champion intercontinental à ce moment-là. Donc vraiment, ils ont toutes les ceintures, hein, des gros bourrins, quoi. Et Steve Austin, c'est le show Steve Austin dans ce match. Il est fou furieux, il est tout four au moulin, tu le vois. Voilà, enfin, donc j'adore. Et la fin est hot et tout, avec Triple H qui, comme il est blessé, ça rajoute une couche à l'intensité. Et du coup, ça légitime le fait qu'il rate son coup de sledgehammer et qu'il tape Steve Austin à la place. Après, t'as Benoit qui le jarte, Jericho qui fait le finisher, machin. Enfin, ça s'arrête pas, c'est le bordel. J'adore ce match. La pop qu'ils prennent, parce que Jericho et Benoit gagnent, elle est nucléaire, la pop. J'ai rarement vu une pop aussi énorme sur un résultat de match. C'est quand même un truc, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'attitude là, et quand même un truc qui était bien, c'est que les foules, elles étaient géniales. Voilà. Bon, j'arrête là pour mon top 10. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à demander pour le FAQ, pourquoi pas. Parce que là, ça fait une vidéo qui est déjà très longue. Je pensais pas que ma vidéo ferait plus de 40 minutes, donc je suis un peu désolé. On va continuer. Je vais vous parler un peu de ses points forts et ses points faibles maintenant à Steve Austin. Alors, ça, son principal descriptif qu'on pourrait faire, c'est que déjà, c'est un lutteur qui est complet. Il est capable de faire du brawling, mais il est aussi capable de faire du chain wrestling ou les choses plus normales, entre guillemets, plus basiques. Et il est capable de le faire très bien. Et là où il arrive à sublimer ce qu'il fait, c'est vraiment ces deux points forts qui lui permettent d'aller plus loin. C'est son côté un peu wild, son côté un peu sauvage et bordélique, qui peut être pris pour un côté brouillon parfois, mais je crois qu'il le fait un peu exprès, et qui donne l'intensité du mec qui est à fond. Et à partir du moment où tu es à fond,
tu te laisses pas faire, tu essaies de t'accrocher aux cordes, tu tires le maillot, tu machines, et c'est pas très beau à voir, mais ça marche. En ça, il me rappelle un peu Stan Hansen d'ailleurs. Stan Hansen, lutteur génialissime de la All Japan en particulier. Donc un gros texan aussi. Bref. Et je trouve que quelque part dans le côté brawler, de toute façon, c'est indispensable d'avoir ce côté bordélique. Un brawler clean, ça marche pas. Voilà. Du brawl, ça doit être un peu dégueu, ça doit être un peu accroché, un peu wild, quoi. Et ça, il le fait super bien. Il donne aussi cette impression d'être à fond et d'être intense sans que ce soit dangereux pour son adversaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose, on devrait quand même dire que c'est dur à faire. Que ça demande une grande technique de savoir faire ça. Parce que faire ça sans blesser l'adversaire, c'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui, quand ils brawlent, ils ont l'air un peu cheapos, quoi. Ils ont l'air de badass quand ils sont au micro, mais dès qu'ils arrivent dans le ring, ça fait pétard mouillé, quoi. Ouais, on n'y croit plus trop au badass, quoi. Ou alors ils font le badass, mais ils blessent tout le monde. Ils blessent tout le monde. Genre Goldberg, j'allais dire, il n'a pas blessé tout le monde, mais c'est vrai qu'il est dangereux dans le ring, quoi. Il était. Là, Steve Austin, il a, a priori, pas été spécialement dangereux dans le ring pour grand monde. Il y a une légende urbaine comme quoi il aurait blessé Masahiro Chono à la New Japan. Bon, moi j'ai vu les saisons de la New Japan en question. Chono, la semaine suivante, il lutte. Donc a priori, il n'était pas blessé. Ou alors pas trop. Donc c'est vrai qu'il a eu du mal à finir son match. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le même move, je crois, que le move avec lequel Steve Austin va être blessé par Owen Hart. C'est la même blessure, sauf que Chono a fini le match correctement et surtout la semaine suivante, il luttait. Donc a priori, ça allait. Donc juste comme ça, pour couper court à des rumeurs. Steve Austin en dehors du sol US, c'est pas tip top. Je vous dis tout de suite, si vous voulez aller voir ce qu'il a fait au Japon, il n'y a pas grand chose et c'est pas terrible. C'est pas non plus dégueu, mais bon. Voilà. Alors l'autre grande force de Steve Austin, c'est la capacité, et pour moi ça a été la clé de sa réussite dans sa carrière, c'est sa capacité à continuer à montrer sa personnalité qu'il montre au micro et dans les segments, dans le ring, lors des matchs. C'est un des meilleurs vraiment de tous les temps à ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué par exemple en regardant tous ces matchs qu'il y a un truc qui fait beaucoup, c'est qu'il y a des trucs qui se passent dans le match, il se fige, il y a une espèce d'arrêt, il sait que la caméra va être sur son visage, il montre sa réaction comme ça, et après il montre quelle action il fait en réaction à sa réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est de la psychologie. Et ça il le fait vraiment tout le temps. Il regarde le public, il regarde ce qui se passe, il parle à l'arbitre. Il a l'air d'être dans son personnage en même temps qu'il est en train de lutter. Et ça c'est hyper important pour la WWF, pour le style, et pour rendre ce qui se passe dans le ring intéressant au-delà de tiens c'est de jolis moves, c'est de la belle action un peu rythmée. Et je pense que tant que quelque part vous regarderez pas Steve Austin sur cet angle-là, vous pourrez pas trouver Steve Austin si génial que ça. À partir du moment où vous regardez Steve Austin comme ça, tout d'un coup il devient génial. Et c'est pour ça qu'en 2001 je l'adore avec son personnage de Psycho, parce que c'est là qu'il peut être le plus exubérant dans ce personnage. Et dans le match par équipe là avec Triple H contre Jericho et Benoit, il est mais génial à ça, quoi. Il arrête jamais le mec. Je sais pas, il fait un tag à Triple H, il leur rajoute un petit coup de pied, il passe, il tire une corde, il est tout le temps en train de faire de la merde et jouer. Limite le match, si vous le regardez, regardez quand Steve Austin est sur le bord du ring et qu'il est pas actif. Il est quand même en train de faire des trucs. Il est en train de parler de l'arbitre, il est en train de, je sais pas, il arrête jamais le mec, quoi. C'est vraiment, j'adore. Et il me faisait rire aussi dans ses promos à l'époque, il est super fun. Enfin bon, bref. Ce personnage est génial. J'en parlerai quand je ferai 2001 à WF un jour. Et c'est pas demain la veille, j'ai le temps. Parce que je vais faire toutes les saisons dans l'ordre. Hein, donc voilà. Au niveau de ses points faibles, à la limite, si je devais citer un point faible, je pense que son point faible, c'est d'avoir lutté dans les années les plus pourries de l'Attitude Era, dans lui, ses Prime Years. C'est-à-dire que c'est les Prime Years de Steve Austin, c'est le pire de l'Attitude Era. Et du coup, on a vu un Steve Austin faire des matchs un peu pourris, parce que tout était pourri à l'époque, faire des promos un peu pipi caca, concon, en 90-99, et du coup, beaucoup de gens ont vu chez Steve Austin juste l'espèce de buveur de bière débile, et puis ils se sont dit, ouais, c'est un peu pourri, quoi. Et l'autre truc que j'aime pas, c'est quand il fait son face turn à la fin 2002 fin 2001 et 2002, le What. Avec des chants What, putain, c'est casse-couille ça aussi. Et ça, en fait, ça a donné un côté nul à Steve Austin. Ça me fait penser un peu à un groupe de musique qui aurait fait plein d'albums géniaux, mais qui sont devenus connus avec une chanson pop, un single nul. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça, Steve Austin. J'ai l'impression que ce que les gens retiennent de lui, c'est ce qu'il y a de moins bien. Le côté buveur de bière, je bois des bières comme un débile, j'en fous partout, et puis je fais What. Ça, c'est nul, quoi. Ça, c'est pas intéressant. C'est tout le reste qui est intéressant, en fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens le sous-estiment, et c'est presque son principal défaut, c'est d'avoir... Bon, c'est pas son défaut, en fait, c'est pas vraiment un défaut. Finalement, il a pas de défaut, Steve Austin. Voilà. Et puis après, bon, on peut parler de son charisme. Après, c'est personnel, un charisme, mais je trouve que quand même, quand il est dans l'arène, je trouve qu'on voit que lui. Sincèrement, il accroche le regard, un peu comme... J'aime bien prendre cet exemple-là pour parler de charisme.
Quand vous regardez les sketchs Antoine Decaune et José Garcia, nulle part ailleurs, vous savez, on les revoit souvent. Vous demandez à n'importe qui, tout le monde regarde José Garcia. C'est impressionnant, il n'y a personne qui regarde Decaune. Alors que Decaune parle tout le temps, mais tout le monde regarde José Garcia. Bah, Steve Austin, c'est pareil. Il y a un match avec Steve Austin, il y a 4 lutteurs. Toi, tu regardes Steve Austin parce qu'il attire le regard, parce qu'il y a toujours un truc à voir avec lui. Et c'est ça aussi le charisme, en fait. Au-delà du fait que ça te plaise ou non, s'il accroche ton regard, c'est qu'il est charismatique. Et c'est quand même une grosse force chez lui. Bon, je peux pas détailler non plus trop. Voilà, le dernier truc dont je voulais parler, c'était est-ce que Steve Austin est le lutteur ou un des lutteurs les plus importants de tous les temps? Alors, moi je vais dire non. Parce que je distingue deux choses. Je distingue lutteur le plus important de tous les temps de personnage le plus important de tous les temps. En tant que personnage, c'est un des deux personnages les plus importants de tous les temps avec Hogan. Je m'explique d'abord sur cette distinction que je fais. Pour moi, le personnage le plus important de tous les temps, ça sous-entend que si le gars qui a incarné Hogan, ou le gars qui a incarné Steve Austin, ou en tout cas ce que ce personnage-là incarne à une époque, n'avait pas été là, quelqu'un d'autre aurait pris ce rôle d'une manière ou d'une autre. Je veux dire par là que s'il n'y avait pas eu Steve Austin, si la WCW lui avait fait un pendant en 95, il lui avait proposé un push en upper mid-card, il serait pas parti à la WCW, il serait pas à la WWF, et je pense que la WWF aurait trouvé quelqu'un d'autre pour incarner ce qu'a incarné Steve Austin, probablement différemment, et j'ai donné tout le mérite que je pouvais à Steve Austin dans la manière dont il a incarné cette gimmick. Hein. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait incarné ce que Steve Austin a incarné, et il s'en serait sorti dans la guerre des ratings, quelque part, à un certain degré. Après, on peut pas non plus tout imaginer, mais voilà. De même que Hogan, s'il n'y avait pas eu Terry Bollea dans le roster à ce moment-là, ils auraient peut-être confié la gimmick du super babyface super-héros à quelqu'un d'autre qui aurait pu faire aussi bien, ou voire mieux, pourquoi pas, enfin, voilà. Ça enlève rien au mérite de ces mecs-là qui ont parfaitement bien incarné ce qu'on leur a demandé. Mais, voilà. Il y a une part de chance et d'opportunité du personnage. Alors que meilleurs lutteurs, ce sont des mecs qui, pour moi, on aurait pu retourner le truc dans tous les sens. Ils auraient atteint le degré de légende et d'importance historique qu'ils ont atteint. Par exemple, Luthez. Il a inventé des moves, il a été extraordinaire dans le ring, il a inventé plein de trucs, il a fait avancer le catch. Et puis surtout, il avait des capacités legit pour être champion NWA et défendre le titre même contre les gars qui tentaient des screwjobs et qui passaient en mode legit. Bah, il pouvait passer en mode legit et battre ces mecs-là dans des vrais combats. Ce qui a permis à la NWA de se stabiliser, ce qui a permis au territoire NWA de se stabiliser, ce qui a permis au catch de fleurir grâce à ça. C'est énorme, l'héritage de Luthez pour ça. Et c'est Luthez qui a permis ça, grâce à ses skills à lui. Vraiment. De la même manière que Buddy Rogers ou Gorgeous George ont brillé parce qu'ils ont inventé des personnages tout seuls que les promoteurs ne pouvaient pas faire autrement que de mettre au top de l'affiche, quoi. Parce que c'était des attractions énormissimes. Ou Dusty Rhodes, quand il a créé son personnage de Babyface, a priori c'est lui tout seul qui l'a créé. Et n'importe quel con de promoteur leur a mis Main Eventer. C'est énorme la pop qu'ils ont récupéré en faisant ça. Ça, c'est vraiment des gens qui se sont créés tout seuls par des personnages pour Gorgeous George, Buddy Rogers, Dusty Rhodes, plus par le ring pour Luthez, mais ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est les lutteurs les plus importants de tous les temps. Dans leur influence par eux-mêmes. Les personnages, c'est aussi par le personnage qu'ils ont incarné à l'écran. C'est un petit peu comme si on disait le meilleur acteur de tous les temps, c'est celui qui a eu les meilleurs rôles. Est-ce qu'on peut pas nuancer et dire que c'est peut-être aussi celui qui a tiré le meilleur de certains petits rôles? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors du coup, est-ce que c'est l'un des meilleurs personnages de tous les temps? J'ai dit oui, un des deux, avec Hogan. Et c'est dur à choisir, parce que je dirais que Steve Austin a fini ce que Hogan a commencé. Parce qu'en fait, Hogan, c'est le lutteur qui incarne le fait que Vince McMahon s'émancipe avec la WF de la NWA. Et du coup, ça démarre la conquête du monde de la WF. Et en faisant cette conquête du monde, par ricochet, je passe les détails, la WF va créer le monstre que va être la WCW, monstre économique. Et ce monstre va les mettre vraiment en péril. Et c'est grâce à ce qu'ils vont faire avec Steve Austin qu'ils vont s'en sortir et gagner la Monday Night Wars. Mettre la WCW en gros problème économique, grosse difficulté économique, parce que la WCW, ils ont investi, ils ont claqué plein de thunes, ils ont fait des gros contrats, et en fait, ils vont perdre plein de thunes après, et c'est ce gouffre financier qui va faire qu'ils vont être revendus. Faire que AOL va revendre la WCW. Je passe les détails, hein, donc voilà, si vous posez des questions, vous aurez les réponses plus tard. Ou alors, posez-les pour le FAQ, encore une fois. Voilà, donc Steve Austin a fini ce que Hogan a commencé, quelque part. J'ai envie de dire que je pense que le rôle de Steve Austin est plus crucial en 98-99 surtout 97-98, surtout 98, que le rôle de Hogan en 82, 3, 4, quelque part. Bon, après, c'est discutable, mais je trouve que si Steve Austin s'était blessé en 98, je pense que je donne pas cher de la WWF, quelque part.
Ça aurait été très compliqué de retomber sur leurs pieds. Alors que si Hogan, quoique, WCW était tellement con en 98-99 qu'ils auraient peut-être pu s'en sortir quand même. Mais si Hogan s'était blessé en 83-84, peut-être qu'ils auraient pu utiliser un Piper ou un autre gars comme ça, et ça aurait peut-être fonctionné quand même, parce que je crois que c'est vraiment le produit d'ensemble qui a parlé tout d'un coup à une masse de public qui de toute façon ne regardait rien d'autre comme catch. C'était pas un problème de concurrence, c'était un problème d'aller chercher un public qui ne regardait pas de catch. Donc c'est autre chose. Voilà, petite analyse comme ça pour répondre à une affirmation qu'on entend souvent, Steve Austin, plus grand lutteur de tous les temps. Je ne pense pas. Plus grand personnage de tous les temps, bah, je vais dire oui. Voilà. Alors comment il se situe du coup en termes de lutteur? Bah, il se situe plutôt en haut du panier. Je le mettrai pas au top du top, déjà parce que, dernière partie de ma vidéo, je le mettrai en dessous de Jomo Tsuruta. Bon, après Jomo Tsuruta, je mettrai pas grand monde au-dessus de lui a priori, voire personne. Ouais, je réfléchirai à ça quand même. Voilà. Mais après, en tant que lutteur US, ça reste quand même du haut du panier parce qu'il a des primers qui sont extraordinaires. Après, c'est une carrière qui est assez courte, avec des primers qui sont assez courtes et qui, en plus, je l'ai déjà dit, à l'intérieur, il y a des années de merde. 90-99, c'est pas terrible. Du coup, si on prend vraiment les meilleures années de Steve Austin, c'est plutôt 93-94 de WCW, 96-97 et 2001. Et bon, là-dedans, il n'y a pas non plus que de la tuerie. Après, ces trois meilleures années, c'est 96-97 et 2001. Et ces trois meilleures années, c'est vraiment exceptionnel. Il y a peu de lutteurs qui ont des primers à ce niveau-là. Donc, voilà, ça reste un des top lutteurs, mais je le mettrai quand même en dessous des Shawn Michaels, des Bret Hart, des Eddie Guerrero, des Chris Benoit, des... Je sais pas... Tiens, question qui serait à poser, c'est est-ce que je le mets au-dessus ou en dessous de Ric Flair? Franchement, là, je me tâte. Je crois que je le mettrai au-dessus de Ric Flair dans mon impression. Parce que le niveau moyen des matchs de Austin me plaît plus. Après, les top matchs de Ric Flair, c'est quand même des trucs de fou. Mais bon, j'en parlerai un autre jour de Ric Flair. Voilà, donc je vais écouter vos réactions maintenant. Vos commentaires, vos questions aussi. Et n'hésitez pas à des questions sur cette vidéo. Bon, j'y répondrai peut-être en dessous, en commentaire, ou dans la FAQ à nouveau. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour l'année 93 à la WWF. Une année charnière. Donc, ne loupez pas ça. À bientôt. Bye.